Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour thème l'esthétique du Bitcoin et la beauté mathématique du nombre 21. Alors c'est une vidéo qui va plaire à tous ceux qui aiment les chiffres, mais aussi la philosophie ou l'anthropologie. Restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir, la conclusion est empreinte de poésie et assez inspirante. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors dans cette vidéo, je voudrais aborder deux choses. Je l'ai décomposé en deux grandes parties. D'abord, je vais essayer de vous montrer toute la beauté mathématique qu'il y a, dans la conception de Bitcoin, mais aussi, dans un deuxième temps, je vais aborder, la question de l'importance de l'esthétique du Bitcoin parce que je pense que cette beauté, mathématique est parfaitement voulue et qu'elle est même nécessaire à l'adoption de Bitcoin et au succès de Bitcoin. Cette vidéo m'a été inspirée, par le livre de Ludovic Lars, «L'élégance de Bitcoin, histoire, enjeux et principes». J'ai notamment extrait cette citation qui m'a motivé à faire cette vidéo. Ludovic Lars écrit dans l'un de ses chapitres, comme l'a écrit un internaute anonyme en 2012, les premiers adeptes de Bitcoin étaient le genre de personnes, du fait de leur intérêt pour les crypto-monnaies, à considérer Bitcoin comme quelque chose de beau. Et c'est cette beauté qui a été à l'origine de la réalité monétaire qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça m'a un petit peu intrigué et j'ai voulu essayer de rechercher quelle était cette beauté. J'ai fait des constats, notamment en étudiant le nombre 21, qui sont un peu différents de ceux que fait Ludovic Lars dans son ouvrage, mais que, voilà, que je tenais à développer dans cette vidéo. Alors on commence par la beauté mathématique de Bitcoin et en particulier le nombre 21. 21, pourquoi 21? Parce qu'il y aura 21 millions de Bitcoin. Alors pour ceux qui ne le savent pas, même si c'est largement connu, je pense désormais, pourquoi 21 millions de Bitcoin? C'est le résultat d'une multiplication. Les bitcoins sont émis, durant différentes périodes qu'on peut appeler périodes d'émission. À chaque fois, le nombre de bitcoins émis est divisé par 2, c'est ce qu'on appelle les halvings et à chaque période d'émission, nous avons 210 000 blocs. Pourquoi, 210 000? Puisque pour une période d'émission de 4 ans, ça correspond à 210 000 périodes de 10 minutes pour arriver à environ 4 ans. Heu, Satoshi Nakamoto a voulu qu'un bloc toutes les 10 minutes environ, soit, miné dans le système Bitcoin. Pourquoi? Parce que 10 minutes, c'est un temps suffisamment long pour assurer, la sécurité, du processus, mais en même temps suffisamment court pour pas qu'on attende non plus, trop longtemps avant qu'une transaction soit validée. Donc chaque énième bloc de chaque période va être récompensé, pour les mineurs qui ont bloqué les blocs par l'émission de 100, bitcoins. Donc c'est pour cela qu'on va tendre progressivement jusqu'à 21 millions de bitcoins émis, c'est-à-dire 210 000 fois 100, bitcoins pour chaque énième bloc de chaque période. Autrement dit, pour le premier bloc de la période, numéro 1, on aura, 50 BTC qui sont émis. Pour le énième bloc de la période numéro 2, nous n'en aurons plus que 25 puisqu'à chaque fois on divise par 2 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 100. Donc c'est une suite géométrique, hein. On part de 50 et à chaque fois on divise par 2, si bien que chaque énième bloc de chaque période va aboutir au total à ce qu'il y ait 100, BTC qui soient émis, qui soient donnés en récompense aux mineurs et c'est comme ça donc qu'on arrive à 21 millions. Voilà, ça c'est juste un rappel parce que maintenant je vais aborder un peu plus la question du 21. Je pense que ce nombre 21 n'a pas été choisi au hasard parce qu'on aurait pu très facilement choisir d'autres nombres. J'ai fait des simulations par exemple avec 10 millions de BTC. Bah là c'est très simple, il aurait suffi que chaque période ne contienne que 100 000 blocs, ce qu'on aurait pu faire par exemple avec des périodes d'émission de 2 ans et des blocs toutes les 10 minutes ou des périodes d'émission de 3 ans et des blocs toutes les 15 minutes. Donc ce n'est pas un hasard, à mon avis, si Satoshi Nakamoto a choisi 210 000 blocs et des périodes de 4 ans pour arriver à 21 millions, il y avait une idée derrière la tête. On aurait pu aussi imaginer un système dans lequel on avait 22 millions de BTC à la fin, avec 220 000 blocs. Il aurait suffi, par exemple, de choisir des périodes d'émission de 5 ans, avec un rythme de blocs de 12 minutes. Donc c'est pour ça que moi je pense que le choix du nombre 21 n'est absolument pas un
hasard. Donc je me suis intéressé à ce nombre 21. Peut-être que spontanément d'ailleurs vous trouvez ce nombre 21 particulièrement beau. En tout cas, c'est mon cas. Le nombre 21, je l'ai toujours trouvé beau sans savoir, pourquoi. Et donc j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait nous séduire dans ce nombre 21? Alors d'abord 21, il faut savoir que c'est un nombre assez, naturel qu'on retrouve dans la nature puisqu'il figure dans la suite de, Fibonacci. Cette suite 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 et cetera, ne vous dit peut-être rien, mais en fait, c'est très simple, elle se détermine ainsi: chaque terme est la somme des 2 précédents. Par exemple, le 8, c'est la somme du 5 et du 3. Le 21, c'est la somme du 13 et du 8. Eh bien, cette suite, ce qui est fascinant, c'est qu'on la trouve dans la nature, parce qu'elle traduit un principe d'efficacité dans la croissance, d'un organisme. Pour les fleurs, par exemple, pour les feuilles, pour les pétales, pour les graines, elles vont se placer de manière harmonieuse, de manière à ne pas se masquer, les unes les autres et à occuper, l'espace au mieux et à capter, le soleil, par exemple. Donc cela donne des spirales tout à fait harmonieuses, très fréquentes dans les plantes et dans les fleurs. On a plusieurs exemples de fleurs qui ont 21 pétales, c'est le cas des marguerites et des, pissenlits, par exemple. Et on trouve, pour la suite de Fibonacci, tout un tas de fleurs qui vont suivre, cette suite. Par exemple, le lys, 3 pétales, les boutons d'or, 5 pétales, anémone, 8 pétales et cetera. Jusque, par exemple, au tournesol géant avec, 89. Voilà, donc ce nombre 21 est déjà un nombre assez naturel qu'on trouve dans la nature et qui a été, déterminé dans la suite de, Fibonacci. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. 21, c'est aussi ce qu'on appelle un nombre triangulaire, c'est-à-dire un nombre qui représente la somme de premiers entiers consécutifs à partir de 1. 21, c'est la somme en effet de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Ça nous fait 21 et ça nous fait cette belle pyramide de points. Là, vous voyez ici, cette belle pyramide de points que je surligne. Ça montre que 21, c'est un nombre triangulaire. C'est même le premier nombre triangulaire de la suite de Fibonacci, si on met à part le 3, hein, qui est vraiment tout petit. Voilà, il fallait quand même un nombre suffisamment, grand pour créer une monnaie, puisqu'une monnaie doit être à la fois abondante pour qu'on puisse s'en servir, mais en même temps rare pour conserver sa, valeur. Donc voilà, déjà 2 éléments. Le 21, c'est un nombre triangulaire qui appartient à la suite de, Fibonacci. Mais ce n'est pas tout. C'est un nombre triangulaire qui est basé sur un entier parfait. Le 6, et oui, 1, 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, donc 6 termes et 6, c'est un entier parfait. Qu'est-ce que c'est, qu'un nombre parfait? C'est un nombre entier qui est égal à la somme de ses diviseurs propres. Donc le 6, c'est 1 plus 2 plus 3, ça fait 6 et le 6 est divisible par 1, par 2 et par 3. C'est le premier nombre entier parfait, c'est l'exemple le plus connu. Donc 21, c'est à la fois un nombre harmonieux, un nombre triangulaire, mais aussi un nombre qui repose sur le premier entier parfait. Et donc ce sera le premier qu'on trouve dans la suite de Fibonacci qui réunit toutes ces conditions. Donc voilà pourquoi 21 est quand même un nombre très intéressant, très beau, et spontanément d'ailleurs on a tendance à le trouver harmonieux et joli. Donc dans certains jeux de cartes, j'ai noté que le 21 est un nombre de chance, alors le blackjack évidemment, qui vise justement le 21, parfait, symbole d'équilibre entre risque et maîtrise. On le trouve aussi dans le jeu du tarot français, où il y a 21 atouts, numérotés donc de 1 à 21, et l'atout 21 est le plus fort de tout le jeu. 21, ça a été aussi souvent l'âge de la majorité dans nombreux pays, ça a été le cas en France jusqu'en 1974, donc déjà, je pense que ça sonnait bien et qu'on considérait qu'à 21, on avait atteint une certaine harmonie, une certaine perfection qui permettait de passer à la majorité. Et puis, on trouve ce nombre 21 un petit peu dans la Bible, par exemple. Le nombre 21 apparaît comme un temps d'attente avant la révélation. Donc, Daniel jeûne 21 jours avant qu'un ange lui apparaisse. Voilà, quelques petits exemples de citations du nombre 21. On retrouve ce nombre assez souvent. Alors,
21, dans le système Bitcoin, il se lie aussi parfaitement avec le choix d'un cycle quadriennal, c'est-à-dire un cycle de halving tous les 4 ans. Et ce cycle de 4 ans est aussi très harmonieux, il n'a pas été choisi par hasard aussi, à mon avis, parce que ça correspond à l'ajustement du temps solaire, ça correspond à une olympiade. Une année ne dure pas exactement 365 jours, vous le savez, mais 365 jours un quart, donc 365 jours et 6 heures, et il faut attendre 4 ans, c'est-à-dire ajouter un jour bissextile pour qu'on puisse réaligner le calendrier sur le mouvement réel du Soleil. Donc tout cela va pouvoir s'imbriquer harmonieusement, 21 millions de bitcoins émis selon des périodes d'émission de 4 années. J'ajoute que ça correspond aussi au mandat du présidentiel américain. C'est peut-être pas un hasard si le créateur du bitcoin, par hasard, était un Américain, comme je le pense personnellement. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc voilà ce que ça nous donne. On a par exemple en période numéro 1 une récompense du mineur de blocs de 50 BTC et au total sur la période numéro 1, 10 500 000 BTC émis, puis on va diviser par 2 à chaque fois. Autre aspect un peu esthétique dont je me suis aperçu il n'y a pas longtemps grâce à un tweet que j'ai vu sur X, c'est que la récompense du mineur de blocs pour chaque période correspond exactement au pourcentage de Bitcoin qui vont être émis durant la période considérée. Donc par exemple, sur la période numéro 1 qui va de 2009 à 2013 environ, on avait 50 BTC en récompense pour chaque bloc miné, et bien ça correspond à 50% de l'offre totale de BTC qui va donc être émise durant la période considérée. En ce moment, on est dans la période numéro 5, nous avons 3,125 BTC qui sont offerts à chaque bloc miné, donc aux mineurs. On aura donc au total durant cette période 656 250 BTC émis, soit exactement 3,125% de l'offre totale de Bitcoin. Donc voilà une harmonie mathématique assez élégante. Il y a d'autres choses aussi intéressantes, mais je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, j'en referai peut-être une deuxième, notamment sur les chiffres qui ont été retenus pour l'ajustement automatique de la difficulté. Mais passons, avançons un petit peu. Je vais essayer maintenant de vous montrer que le choix de cette beauté est tout à fait volontaire et qu'il y avait une importance réelle à ce que Bitcoin soit beau pour qu'il soit adopté. Il y a deux forces que l'humanité subit sans vraiment les comprendre, c'est l'amour et la monnaie. Il y a sûrement probablement autant de livres sur l'amour que sur la monnaie. Ce sont deux sujets très mystérieux et qu'on ne finira jamais d'étudier. Alors le rôle de la beauté dans la reproduction, on le connaît. Certains philosophes, anthropologues donc, nous expliquent également que l'amour est une intuition biologique, une ruse de la nature pour orienter nos choix rationnels sans passer par la raison. Donc c'est la découverte instinctive de la personne qui peut être un bon partenaire pour assurer la reproduction. On retrouve cette idée chez Pascal avec cette citation très connue, « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », qui signifie que certaines vérités, notamment l'amour, se perçoivent par le sentiment et non pas par le raisonnement. Et vous allez voir, je vais faire un parallèle, c'est la même chose pour la monnaie. La monnaie s'adopte d'abord par le sentiment et ensuite par le raisonnement. Alors il y a des philosophes comme Schopenhauer ou Nietzsche qui diront ensuite que l'amour est une illusion vitale, elle nous fait croire à une passion personnelle alors qu'elle sert essentiellement l'instinct de perpétuation de l'espèce. En somme, l'amour, c'est une raison accélérée, la forme la plus immédiate et la plus fine de l'intelligence du vivant. C'est beau. Voilà ce qu'on peut dire donc pour le rôle de la beauté dans l'amour, dans la perpétuation de l'espèce. Eh bien, cette beauté, elle joue aussi un rôle dans la monétisation qui est essentielle pour le développement de l'humanité, puisque cette monétisation va permettre aux humains, à différents groupes humains, de collaborer, y compris des groupes humains qui ne se connaissent pas. Elle permet de collaborer sans même se faire confiance a priori grâce à la monnaie. Et à l'origine, et c'est les travaux de Nick Szabo qui permettent de le comprendre, notamment son essai Shelling Out the Origins of the Money, un essai que j'aime beaucoup, vous le savez si vous suivez ma chaîne, puisque j'en parle souvent. À l'origine, la monnaie n'est pas un outil comptable, ce n'est pas un outil pour enregistrer des créances et des dettes. Non, la monnaie, c'est un objet de désir, elle vient de l'instinct de collection. Les humains, avant le néolithique, dès le paléolithique, déjà collectionnaient des choses qu'ils trouvaient belles, rares, fascinantes, comme des coquillages, des perles, des pierres polies, des métaux brillants. Ils allaient même fabriquer ces objets qui n'avaient aucune utilité
pour les collectionner, tout simplement parce qu'il les trouvait beaux. Et donc il y avait une attirance instinctive pour certains de ces objets qui précèdent toute fonction économique. Nick Szabo appelle ces objets des collectibles. Et c'est la beauté de ces objets qui va créer leur valeur, qui va faire que ces objets paraîtront dignes d'être conservés par les groupes humains. Et au fur et à mesure, les plus beaux objets deviennent des réserves de valeur. C'est-à-dire que on va finir par considérer qu'ils ont une valeur qu'ils peuvent conserver et ces objets vont pouvoir servir à faire des paiements, à faire des transferts de valeur entre différents groupes, comme par exemple payer une dot, payer un héritage ou payer une indemnité lorsque c'est ce qu'on appelle le Vergeld, hein, le prix de l'argent, lorsque deux groupes humains vont s'affronter pour mettre fin au cycle de la vengeance, on va payer quelque chose grâce à ces objets de valeur, ces collectibles. Et puis à mesure que la société se complexifie, ces objets passent du symbolique au pratique et ils peuvent devenir une monnaie. Et donc de cette façon, la monétisation va naître d'abord du désir esthétique pour ces objets avant de devenir un système rationnel. Voilà, et ce lien originel d'ailleurs demeure puisque nous aimons toujours les pièces et les billets aussi pour leur beauté. On voit que souvent quand on émet des pièces, on fait un effort quand même pour qu'elles soient belles. C'est la même chose pour les billets, on essaye de faire des beaux billets ou encore aujourd'hui à notre époque. En somme et en conclusion, la beauté, c'est la première garantie de la valeur. C'est un langage intuitif par lequel l'humanité a commencé à faire confiance à ses propres créations. Donc moralité, ce sera ma conclusion, l'esthétique du Bitcoin n'est absolument pas un hasard. Satoshi Nakamoto a voulu que le Bitcoin soit beau pour qu'il soit adopté, pour qu'il devienne d'abord un collectible que les gens aiment collectionner, et ensuite une réserve de valeur. On en est déjà à ce stade dans le développement du Bitcoin, et ça c'est très important de passer par cette phase-là, ce qui me fait dire que le concepteur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, avait une connaissance approfondie du processus de monétisation spontanée dans les sociétés humaines. C'est un processus qui a été parfaitement décrit par Nick Szabo dans son essai Shelling Out the Origins of the Money. Nick Szabo qui a lui-même dit que son essai était une lecture obligatoire pour toute personne qui voulait comprendre Bitcoin. Voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'il y avait une beauté mathématique du nombre 21 et une réelle esthétique du Bitcoin qui était parfaitement volontaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour qu'on puisse continuer à en discuter. Puis si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver plus facilement sur YouTube la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao.